C'est avec l'expression de nos hommages le plus déférent, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes de la diaspora congolaise en Belgique, cette journée est particulière. Pour un homme, à cause d'un homme exceptionnel et particulier, celui que tous ici présents sont venus entendre et voir, qu'on aime tous et qu'on appelle souvent au Congo comme à l'extérieur, Fachi Père! Fachi Père! Fachi Père! Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, comme vous pouvez l'observer, l'attente a été longue, mais pour la personne que vous êtes, cette attente a été bien comprise et tout a été accepté parce que vous êtes aimé par ce peuple si beau. Il y a 48 heures, Monsieur le Président, vous aviez cristallisé et bétonné la ville de Paris par un exposé très remarquable de la situation politique, sociale, économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, est prête à être cristallisée et aussi bétonnée. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, manifestez-le avec moi. Sans plus tarder, Monsieur le Président de la République, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous là pour vous écouter et vous voir. Nous n'avons pas assez de discours à présenter ou à exposer, bien que votre parole. On va se présenter de la manière ci-après, Monsieur le Président. C'est vrai, à Paris, lors de Monsieur le Président de la République, on a évoqué un ballet, le ballet national. Pendant l'entretien avec la diaspora, c'est voilà la raison pour laquelle la première partie sera consacrée à une forme d'illustration de ce ballet national prévue par la diaspora ici en Belgique. Et la deuxième partie, Monsieur le Président, après votre exposé, nous allons nous traiter d'une manière agréablement surpris et gratifié à Paris avec une séance de questions-réponses pour la diaspora. Alors nous allons réitérer la même chose pour la diaspora ici en Belgique. Il y aura une série de questions-réponses bien sélectionnées. Alors sans plus tarder, j'invite Max Mamola, qui est ici de la diaspora ici en Belgique, à présenter le ballet qui va faire une illustration du ballet national. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers amis, Excellence Monsieur le Président, honorables invités à vos titres, bien sûr respectifs, permettez-moi de vous présenter le ballet national. Alors, c'est une invitation à un voyage artistique et culturel artistique. Et pour bien faire, bien sûr, pour une cohésion nationale. Alors, je voudrais que vous refassiez encore, mais du plus profond de vous, et très fort, vraiment, une innovation extraordinaire, d'appeler bien fort pour notre président, pour la communauté de la diaspora que vous représentez. J'ai nommé le groupe Fulgoria, le ballet national.
Dès le début, il fallait que le soit le même.
Merci beaucoup, Balé. Merci beaucoup à cette représentation du ballet national. En tout cas, merci beaucoup. C'est des moments de culture très apaisants et très importants. Et nous avons tous remarqué que l'assistance a bien aimé cela, et en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Encore une fois de plus, vos applaudissements pour la représentation du ballet national. Donc, je veux demander pour s'aligner et saluer le président une fois de plus avant de se retirer. S'il vous plaît, tous vos applaudissements, bien entendu. Donc, le groupe Soumaya qui est ce groupe qui a fait cette représentation du ballet national. Merci beaucoup à vous et félicitations pour ce moment. Merci beaucoup, le groupe Soumaya. Si vos applaudissements bien entendus. Merci beaucoup. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous courons derrière le temps. La deuxième partie de ce programme n'interviendra qu'après votre exposé face à la diaspora congolaise. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous invite à prendre la parole. Merci. Bonsoir, chers compatriotes. Voilà, d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard qui est vraiment c'est ce que je vais faire. pas dû à ma volonté. C'est simplement la situation de l'Est que j'étais en train de gérer. Depuis ce matin, comme vous savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Mais ce matin, un camp de déplacés a été bombardé par les criminels qui nous agressent, ce régime barbare de Paul Kagame, qui ont tué jusqu'ici, on dénombre 14 victimes et plusieurs blessés. Et parmi les 14 victimes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions infra-humaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel auquel nous avons affaire n'a pas tenu compte de cela. Il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce qu'ils font, ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai hérité d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre en place une armée professionnelle et réellement républicaine. Au
messages qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face, le Rwanda, mais également à un autre ennemi invisible, celui-là, qui se trouve dans nos rangs et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous cause parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces espions infiltrés dans le rang. Et l'un des éléments, l'un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait jaser beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel. Ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous posent des problèmes. Et si on a des leçons à nous donner, on n'a qu'à aller les donner plutôt de l'autre côté aux Rwandais qui sont en train de causer justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes, c'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que ce moratoire que nous avons levé, nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous l'avons réalisé, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que du tort, qui ne font que causer du tort à nos populations. Aujourd'hui, autour de Goma, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis évidemment dans la ville, donc qui vivent d'abord de la ville de Goma avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme lot de malheurs, de difficultés, parce qu'aujourd'hui dans ces camps, il y a encore des victimes de viol, de violence, quelconque, il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène étant ce qu'elles sont, il y a maintenant des maladies hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi s'aventurer de cette manière dans notre pays, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine capitale. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Mais juste ici, nous n'avons pas encore pris de coupable de ce genre de fait, mais je crois que ça ne tardera pas parce que nous savons d'où viennent nos malheurs et de qui viennent nos malheurs. Donc, il suffit, c'est une question de temps, nous mettons la nature. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée comme jamais dans ce pays on l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien encadrée. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui avait été longtemps clochardisée, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser le pillage de nos ressources et la chance de toute
de tous les moyens de dissimulation vis-à-vis de ces ennemis. Nous sommes déterminés à changer la donne, nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi je vous ai dit, cette guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous la gagnons. Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai fait à Paris, face à nos compatriotes, c'est vous remercier très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont vous avez fait montre lors des élections dernières et aussi cette mobilisation à voter pour le candidat numéro 20 que j'ai été. Merci aussi. Merci vraiment de tout cœur. Merci pour cette mobilisation. Merci pour cette confiance renouvelée. Et je vous promets que je le prends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur et tout le mandat que je peux disposer maintenant, quand je peux disposer, qui vient de vous, qui émane de vous, je le consacrerai à vous servir, à servir ma patrie. À servir ma patrie, à servir vos intérêts. Voilà, je suis à votre disposition donc, et c'est pour ça que j'organise ce genre de rencontres partout où je vais, et où se trouvent nos compatriotes, pour les voir, leur parler des problèmes du pays, mais aussi les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils attendent du président de la République et du gouvernement de notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous détailler ici ce que sont mes engagements, ce sur quoi j'ai été réélu, ce pourquoi vous m'avez fait confiance. J'avais, comme vous le savez, 6 engagements que j'avais présentés à notre peuple, 6 engagements qui se déterminaient de la manière suivante. D'abord, c'était l'engagement à créer plus d'emplois, et des emplois surtout pour les jeunes, parce que je ne vous apprends rien, nos jeunes en République démocratique du Congo n'ont pas de débouchés. Ce n'est pas simplement un cas spécifique à la seule République démocratique du Congo, mais c'est un cas que l'on rencontre souvent en Afrique. C'est pour ça que beaucoup, dans leur désespoir de cause, ils s'en vont vers un Eldorado que l'on leur fait miroiter, mais qui en réalité n'en est pas un. Ils pensent en partant, en prenant même des risques. Parfois, comme ceux qui traversent la Méditerranée, en quittant le Congo, ils pensent pouvoir vivre mieux ailleurs, sous d'autres cieux, mais ce n'est pas toujours clairement. Voilà pourquoi, conscients de ce fléau, nous nous sommes dit qu'il faut attaquer le problème à la racine, il faut occuper nos jeunes, et les jeunes, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est le Congo de demain. Nous avons donc le devoir de les prendre en charge dès maintenant pour les préparer aux défis d'avenir. Et ces défis, Dieu sait combien ils sont nombreux mais aussi importants. Je vous ai parlé ici des ennemis de notre pays qui nous agressent en ce moment, mais ils ne le font pas seuls. Ces ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent évidemment ou qui soutiennent cette agression pour leurs intérêts. Et donc, voilà pourquoi nous devons préparer notre jeunesse en l'encadrant. Nous le faisons
elle sera également gratuite au niveau du secondaire, mais pour ceux qui ont raté le parcours scolaire, nous ne devons pas oublier aussi, nous allons dans tous les territoires, dans toutes les provinces, à nouveau développer la formation professionnelle pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été considérés comme perdus et leur donner la fierté de participer à cette société que nous voulons construire. La création d'emplois des jeunes est une priorité, ce n'est pas simplement un slogan. Nous avons mis des instruments aujourd'hui comme le fonds de garantie emploi jeunes, qui est un fonds qui consiste à garantir les emprunts, les crédits que vont obtenir les futurs entrepreneurs, mais surtout les jeunes, auprès des banques, afin de les encourager à entreprendre. Notre jeunesse est vraiment ingénieuse, elle a beaucoup de bonnes idées. Nous le voyons, dernièrement, le ministère de la Recherche scientifique avait organisé un salon de l'innovation et j'étais bluffé par ce que j'ai vu de la part de cette jeunesse. Et ce n'était qu'un échantillon, parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette exposition, mais malheureusement, on ne pouvait pas prendre tous. Donc, on a dû faire notre concours pour retenir, je pense, une centaine, si je me souviens, ou une cinquantaine. En tout cas, les meilleurs parmi toutes ces entreprises. C'était des entreprises très prometteuses qui demandaient simplement à être soutenues. Et aujourd'hui, nous avons un fonds de garantie qui peuvent leur permettre d'accéder au crédit bancaire. Et donc, il y a ces discussions avec les banques. Mais également, nous avons le fonds de promotion industrielle, le FPI, pour ceux qui connaissent, qui lui fait aussi de la promotion que nous encourageons évidemment pour les emplois, l'entrepreneuriat des femmes. Et là, c'est le FPI lui-même qui s'engage à donner ces crédits aux femmes à des taux très très intéressants. Donc, la priorité est mise sur les emplois jeunes et les emplois femmes, et nous pensons, si tout va bien à la fin de ce mandat, pouvoir vous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Parce que mon second engagement, c'est celui évidemment de la sécurité. Nous venons d'en parler. La sécurité de notre pays est très importante parce que tout ce que nous voulons faire pour le pays ne sera possible que si notre pays est sécurisé, le territoire national et la population mis en sécurité pour que nous puissions travailler sereinement, en encourageant évidemment nos ennemis et autres de venir s'aventurer en République démocratique. Et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans nos forces de sécurité, comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire, donc ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget, et un budget très important, de 1 milliard, qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous le faisons en temps de guerre, ce qui fait que nous serons obligés de mobiliser encore plus de ressources que l'on y a normalement consacrées à nos forces de défense et de sécurité. Parce que, évidemment, vous vous en doutez bien, nous devons à tout moment nous ravitailler en munitions, nous ravitailler en rations pour les troupes qui sont au front, mais également pour les troupes que nous ferons. J'avais lancé un appel récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent et aillent dans l'armée. On a eu un succès étonnant, donc il y a eu plus de 40 000
et les nourrir. Donc, et en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps, nos centres d'instruction et de formation. Et là, je voudrais quand même saisir cette occasion pour remercier certains pays partenaires comme la Belgique, comme la France, qui nous accompagnent justement dans ces efforts que nous fournissons par la formation des unités paracommando comme la Belgique l'a fait, et par la formation des unités bataille jungle, comme c'est le cas de la France, qui est le 3e bataillon maintenant, bataillon jungle qui a été formé. Et avec la France aussi, nous avons pu mettre aujourd'hui en place l'école de guerre à Kinshasa. Et cette école de guerre, d'ailleurs, elle est appelée à se développer parce que pour le moment, elle occupe les bâtiments du centre supérieur militaire. Et il est question que l'on adopte sa propre infrastructure qui pourra accueillir encore plus de candidats étudiants. Avec la France, nous avons également le collège de hautes études et de stratégie de la défense, le CED. C'est aussi un centre de référence qui est très prisé dans la région parce qu'il reçoit aussi des candidats venus des pays voisins, des pays de la région, comme les Centrafricains, comme les Congolais de Brazza, les Burundais. En fait, j'en ai vu plusieurs là-bas. C'est donc la preuve que c'est du très bon travail. Merci donc à ce partenaire et à d'autres aussi, principalement aux Émirats arabes unis, qui nous accompagnent très efficacement dans la gestion de cette guerre, ainsi aussi à l'État d'Israël, avec qui nous avons signé un partenariat dans la formation et aussi dans le financement de nos équipements. Donc, vous voyez que des efforts sont fournis de ce côté-là pour accroître nos capacités de défense de la nation. Et c'est pour ça que je suis très optimiste. Ce n'est qu'une question de temps. Et très bientôt, la République démocratique du Congo pourra très bien se défendre seule, sans devoir recourir à plusieurs leviers, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos amis et frères des pays de la SADC, à qui je rends hommage ici, l'Afrique du Sud, principalement la Tanzanie et le Malawi, principalement ces trois pays qui nous fournissent leur contingent, qui se battent aux côtés de nos forces armées pour repousser les limites. Évidemment, je dois dire que notre objectif n'est pas de faire la guerre. Notre objectif, c'est de vivre en paix avec tous nos voisins. Et c'est ce que je m'étais forcé de faire dès que je suis arrivé à la tête de notre pays. J'ai fait tous les 9 pays voisins. D'ailleurs, mes premières sorties étaient destinées à la région pour aller les voir tous, les rassurer, leur demander de tirer un test sur le passé et de se tourner vers l'avenir en mettant en place des projets communs, une coopération qui pourrait profiter à la population, au lieu de nous disperser dans ces tensions qui existaient dans le passé. Et vous avez vu pendant 3 ans, nous avons vécu en paix avec le Rwanda surtout, parce que j'étais surtout de ces 2 pays, le Rwanda et le Rwanda israélien. Mais c'était sans compter avec la perfidie de Paul Kagame, qui en fait ne voit les choses en termes de domination et de pillage des ressources de notre pays.
il a bluffé le monde entier, fait croire qu'il était champion de la bonne gouvernance, mais ce n'était pas vrai. La réalité, c'est que c'est grâce à deux sources de revenus qu'il arrive à soi-disant faire ses performances. C'est l'aide internationale d'une part et les ressources venues des milliards de nos minerais et aussi de nos produits agricoles. Parce qu'il n'y a pas que les minerais que le Rwanda pille chez nous, mais il y a également des produits agricoles tels que le thé, le café, le cacao. Tout cela sont des produits qu'on vole chez nous, qu'on passe par la contrebande de l'autre côté de la frontière, et il y a des ONG qui viennent faire le constat à partir simplement des dépôts dans lesquels ils vont identifier ces produits pour dire qu'ils sont made in Rwanda, alors que ce sont des produits volés à la République démocratique du Congo. Et pour y faire, ils ont besoin de déstabiliser toute cette partie est du pays pour qu'il n'y ait pas d'autorité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour que les populations désertent de leur localité et ainsi ils puissent s'adonner tranquillement à ce prière. Voilà pourquoi nous avons sillonné le monde pour le dire, et aujourd'hui je me réjouis de voir que les lignes ont bougé. Elles vont bouger et cela nous permettra de gagner sur la bataille sur le plan diplomatique et aussi de nous préparer à gagner sur le plan militaire. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui est de la sécurité. Le troisième engagement, c'était celui du pouvoir d'achat. Vous savez que dans notre pays, malheureusement, le pouvoir d'achat s'amenuise, les difficultés auxquelles notre population fait face sont nombreuses, mais cela ne nous fait pas reculer. Malheureusement, nous avons une économie qui est fortement dollarisée, et comme nous sommes importateurs de quasiment tous les produits, eh bien, voilà pourquoi nous sommes victimes lorsque le franc congolais perd de sa valeur face au dollar. Nous sommes victimes de cette richesse. Donc nous sommes un peu quelque part les responsables de notre propre situation parce que nous ne voulons pas favoriser la production locale. Et c'est l'accent que nous avons mettre particulièrement lorsque je parle de cette lutte contre la misère et pour l'amélioration du pouvoir d'achat. Nous avons plusieurs astuces pour cela. Aujourd'hui, nous avons par exemple des zones économiques spéciales qui sont construites pour évidemment attirer des investisseurs tant nationaux qu'étrangers et en leur donnant des facilités pour qu'ils mettent en place des industries qui vont commencer à faire de la production locale. Nous sommes en train de construire des infrastructures tant dans l'énergie et dans les autres routes, ponts, etc., pour justement favoriser la circulation des biens à travers le pays, qui vont donc permettre que nous donnions un accent particulier à la production locale. Le quatrième point, c'est la diversification de l'économie, le quatrième engagement. Nous avons décidé de diversifier notre économie et de la sortir de sa dépendance au minerai. Vous avez vu ici, je vous ai parlé déjà des milliards dont nous sommes victimes,
ce que nos minerais nous attirent comme ennui. Mais pas seulement ça, il y a aussi les cours de ces minerais qui sont déterminés à l'étranger, alors que les minerais sont chez nous. Nous sommes très dépendants de cela. Lorsque le cours est à la hausse, c'est tant mieux, c'est des revenus en plus pour la République. Mais lorsque les cours baissent, cela se répercute directement sur notre économie et nous n'avons pas d'autres ressources. Voilà pourquoi l'agriculture est la priorité des priorités. Je peux déjà vous annoncer ici que pour cette fois-ci, dans le gouvernement qui vient, l'agriculture sera à une place très importante. L'agriculture, c'est-à-dire nous allons appuyer les petits paysans, les petits producteurs, afin de l'accentuer ou de favoriser plutôt leur promotion. Mais également, nous avons mis sur pied un agenda que nous appelons l'agenda de transformation agricole. Nous voulons maintenant, à partir de l'agriculture, faire de la transformation. Je vous disais dans l'engagement précédent que le problème avec notre pays, c'est que nous ne consommions étrangers, alors que nous sommes capables de consommer local en produisant nous-mêmes ces produits. Cette politique de l'agenda de la transformation agricole consiste justement à favoriser ces activités chez nous, sur notre sol, et cela aura pour avantage d'abord la création de beaucoup d'emplois, mais également la création de beaucoup de richesses pour notre économie, et ça nous permettra aussi d'exporter ces produits et d'avoir des rentrées suffisantes en devise. Le combat évidemment que nous menons, c'est celui de dédollariser notre économie. C'est très difficile parce que les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes et même lorsqu'ils sont payés en monnaie locale, en francs congolais, ils vont très vite se réguler en dollars et cela impacte énormément sur notre économie. Nous avons pris certaines mesures par rapport au salaire, par rapport et même aux distributeurs de billets automatiques, on n'en pouvait plus en francs congolais. Donc tout cela fait que nous allons réussir à amener plus de valeur de considération dans notre monnaie et développer le pays par la transformation agricole. Évidemment, il y a d'autres secteurs également, comme le secteur du numérique, qui aussi nous permettra de diversifier notre économie parce qu'il sera générateur non seulement d'emplois, mais également de richesses. Il nous permettra de mobiliser davantage de recettes, de lutter contre toutes ces fraudes, toute cette gabegie, cette fuite de capitaux que connaît notre pays. Le cinquième engagement, c'est celui de l'accès aux services de base, donc soins de santé, électricité, eau, etc. Et là, vous savez, nous avons commencé déjà une expérience avec la couverture santé universelle. Elle existe aujourd'hui, c'est une réalité en République démocratique du Congo. Cette couverture santé universelle, évidemment, comme vous savez, vous vivez dans un pays où elle existe, consiste maintenant à prendre tout le monde en charge. Évidemment, ça se fera étape par étape. Nous avons voulu commencer par la catégorie la plus sensible, la plus vulnérable, c'est-à-dire la catégorie mère-enfant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de la moitié de nos provinces maintenant, des provinces du pays, qui
couvre évidemment les accouchements, les prises en charge d'abord avant l'accouchement, pendant un mois, et prises en charge après l'accouchement, pendant également un mois. Les accouchements sont devenus gratuits, sont pris en charge aujourd'hui, et cela a quand même eu un impact, d'après ce que m'a dit encore notre ministre de la Santé, ça a eu un impact positif déjà sur les mères et les enfants, parce qu'on en perdait beaucoup. Le taux de mortalité était très élevé. Et là, nous sommes en train d'inverser la courbe, et tant mieux pour cela. Alors, nous avons également la politique du développement local des 145 territoires, parce que nous avons voulu développer notre pays à la base, plutôt que de faire tout ce qui se faisait, que vous connaissez depuis que notre pays est indépendant. Tout partait de Kinshasa, que résider à Kinshasa sans connaître vraiment les réalités de nos territoires. Vous savez que nos territoires sont tous ruraux et aujourd'hui totalement démunis. D'ailleurs, ils se vident de leur population, qui préfèrent aller dans les centres urbains et qui finalement gonflent ces centres urbains, qui deviennent aussi invivables parce que beaucoup de chômeurs, beaucoup d'insécurité et finalement beaucoup de difficultés. Donc nous voulons créer l'effet inverse en ramenant tous ceux qui sont partis et qui constituaient d'ailleurs la crème de ces territoires, en leur dotant de moyens, en mettant les moyens de base, des structures de base qui leur permettront de rester sur place et d'entreprendre leur vie, leurs activités sur place en résidant dans leur propre territoire. C'est ainsi que nous avons des programmes, et ça a déjà commencé d'ailleurs, un programme qui était évalué à 1,450 milliard de dollars américains. Donc c'est un programme qui consiste à doter chaque territoire de 10 millions de dollars, 10 millions qui permettront de construire des écoles de référence, de construire des centres de santé, de construire des routes de dessert agricole, de doter évidemment ces territoires en énergie, eau et électricité. Et là, donc, nous supposons que c'est une sorte de base sur laquelle maintenant nous allons favoriser l'entrepreneuriat des filles d'entreprise, la création des PMI, et ainsi pouvoir promouvoir au développement de ces territoires. Donc voilà ce qui consiste, qui constitue plutôt le programme d'engagement, plutôt de l'accès aux services de base. Et le dernier engagement que j'avais pris, c'est celui de la modernisation de notre administration. Vous savez, la fonction publique nous a posé énormément de problèmes. Et même si aujourd'hui nous avons des problèmes de sécurité, c'est aussi parce que cette fonction publique est malade. Elle a fait, il y a eu beaucoup de méfaits. Et je crois que c'est dans la modernisation. J'ai parlé du numérique ici, c'est un vivant aussi dans ce domaine. Nous avons un excellent ministre qui s'occupe de cela, qui a fait énormément de bonnes choses, notamment au niveau des retraites. Aujourd'hui, les personnes arrivées à l'âge de la retraite peuvent partir tranquilles parce que la retraite de durée garantie, ce n'est plus une mise à mort comme on le pensait à l'époque. Aujourd'hui, surtout les agents de l'État ont leur caisse nationale de retraite, donc tout se passe comme dans le meilleur des mondes. On a dû lutter contre le phénomène des fonctionnaires fictifs
que ce soit dans l'administration, dans la fonction publique, que ce soit dans l'armée, même dans l'armée. Vous imaginez, moi, quand je suis arrivé à la tête du pays, on me parlait d'un effectif militaire de 150 000 hommes. Et lorsque nous avons commencé cette politique de lutte contre les fictifs, nous nous sommes rendus compte que nous n'atteignions même pas les 80 000 hommes. Donc on a pu arriver à cela. Et tous ceux qui avaient contribué à profiter à des individus, dans l'armée c'était des officiers, dans la fonction publique c'était des gens élevés, des cadres élevés de la fonction publique, qui se fabriquaient comme ça plusieurs possibilités. Et nous venons aussi avec l'identification de la population. Donc attendez-vous dans les mois qui viennent à ce que vous soyez invités à notre ambassade, parce que je crois que ça passera là et dans les consulats, à aller vous enregistrer, vous identifier. Parce que nous allons, grâce à un partenariat que nous avons signé avec une société française, nous allons maintenant doter d'abord notre administration d'une base de données réelle qui sera mise à jour en permanence et qui sera reliée à nos territoires. Donc les gens pourront s'enregistrer, s'identifier juste dans nos territoires et il sera attribué à chaque citoyen, comme ici, un numéro national à vie, une identification. Cela, évidemment, nous permettra de bien identifier le nombre, de savoir à combien de Congolais nous sommes, quels sont ces besoins réels et quelles sont les zones auxquelles il faut accorder plus de priorité, et ainsi de suite. Donc nous avons une approche beaucoup plus mesurée, beaucoup plus logique et tournée vraiment vers les besoins réels de nos concitoyens. Cela nous a vraiment manqué, nous a fait vraiment défaut. Et je crois que c'est en grande partie aussi une raison de nos difficultés au Congo, mais aussi sûrement dans beaucoup de pays africains. Donc voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce que j'avais à dire au sujet de ces engagements que j'ai pris au moment où j'allais aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et engagements que vous avez adoptés, acceptés, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans 5 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces 6 engagements. Alors, pour terminer, je voudrais quand même attirer votre attention, vous particulièrement qui vivez ici en Belgique, vous, nos compatriotes, parce que nous sommes en ce moment en période pré-électorale ici en Belgique, et sûrement que parmi vous, il y a beaucoup d'électeurs, alors je vous demande simplement de voter utile. Aujourd'hui, il n'y a rien ou rien. Nous avons des compatriotes d'origine congolaise qui se trouvent aussi en bonne place dans des partis politiques. Et donc, je vais vous demander de
Lydia Muchebele. Les Congolais d'origine, peu importe le parti dans lequel ils sont, ils doivent, s'ils veulent avoir le pouvoir, ils doivent Lydia Muchebele. de la gestion dont nous sommes victimes. Lydia Muchebele. Ils doivent prendre l'engagement qu'ils vont influer au sein de leur parti pour que ces derniers prennent position clairement contre le mandat et pour des sanctions contre particulièrement à vous qui vous trouvez en Belgique, parce que la Belgique, vous savez, je suis passé